Bienvenue à la continuation de la lecture de Cliwick d'Émilie Carr. Youclourette, seconde partie. Après cette expérience, on eut soin de m'enfermer soigneusement en Toxis, jusqu'à ce que le cours ait bien commencé. C'est alors seulement que je pouvais aller au village, en ayant soin toutefois de me baisser pour passer sous les fenêtres de l'école. À chaque extrémité de la baie, sur les pointes, qui en marquaient les confins, se trouvait tapi un groupe de maisons. Des maisons grandes et basses, faites de larges planches, de cèdre équarries à la main, assemblées au moyen de mortaises et de chevilles. Des morceaux d'écorce et des bardeaux, tenus en place contre le vent par des pierres, servaient de toiture. Chaque maison était indépendante de sa voisine. Le vent sifflait dans l'espace étroit qui les séparait. Maisons et gens se ressemblaient. Le vent, la pluie, la forêt et la mer les avaient également façonnés. Ainsi que le soleil dont ils étaient saturés. Les Indiens m'ont d'abord intimidé. Quand j'allais frapper à leur porte et qu'on ne me répondait pas, j'entrais en hésitant dans leur maison. Je devais découvrir qu'un groupement de bienvenus m'accueillait toujours et que les Indiens ne frappaient pas avant d'entrer. Je trouvais habituellement quelques vieilles accroupies sur le sol, de terre battue, tressant une natte avec de la fibre de cèdre ou de vieilles guenilles. Sur un métier rudimentaire fait de bouts de bois, ces vieux doigts, qui ressemblaient aux serres d'un oiseau de proie, allaient et venaient inlassablement entre les fibres. Tout autour d'elles, des papous prenaient leurs ébats, car elles étaient garde-papous, au même temps que tresseuses de nattes. Chacune des grandes maisons abritait plusieurs familles. La porte et le trou par lequel s'échappait la fumée appartenaient à tout le monde. Mais chaque famille avait aussi son propre feu, autour duquel étaient disposés ses effets personnels. Ce lieu était son véritable foyer. Il faisait sombre à l'intérieur des grandes maisons. La fumée irritait les yeux et la gorge. Le sol terreux n'était pas propre. Cela amusait les Indiens de voir déplier mon tabouret et le sac dans lequel je portais mon matériel de peinture les fascinait. Lorsque des bateaux, des arbres, des maisons apparaissaient sur le papier, je devenais le centre de leur intérêt bavard. Je ne comprenais pas leur parler. Un jour, au moyen de sourires et de gestes, je demandai la permission de dessiner une vieille femme occupée à tresser une natte. Elle acquiesça et je me mis au travail. Soudain, un chat sauta par le trou à fumer et s'élança d'une poutre, atterrit dans un amas de boîtes
qu'il fit basculer. Comme le tapage des boîtes cessait, on entendit un hurlement bestial, et d'un tas de tapis de couverture lancés en l'air, surgit une tête d'homme. Celui-ci m'invectiva, clignant de ses yeux noirs, et le sourire de la vieille s'effaça. « Katawa! »« Va-t'en en chinook !» me cria-t-elle. Et je m'en fus. Plus tard, la vieille épouse m'appela de l'autre côté de la baie, mais je n'en fis aucun cas. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à la vieille dame Winook quand elle t'a appelé? » me demande la missionnaire. Elle est fâchée contre moi et elle m'a chassé de chez elle. Elle criait « Kliwik, reviens, reviens » quand je l'ai entendue. Que veut dire Kliwik? Je ne sais pas. La porte de la mission s'ouvrit alors en grinçant, et ce que l'on aurait pu prendre pour un tas de vieilles guenilles vint s'étaler sur le plancher. « Mais, Madame Winook, s'exclama la missionnaire, je pensais que vous ne pouviez pas marcher. » La vieille femme, fatiguée, se pencha en avant et se mit à lisser ma jupe comme pour m'amadouer. « Que veut dire Kliwik, Madame Winook? » demanda la missionnaire. Madame Winook plaça ses pouces dans les commissures de ses lèvres et les étira vers le haut. Elle me montra du doigt, puis la missionnaire, et elles entamèrent un long dialogue guttural en chinook. Enfin, la missionnaire me dit « Kliwik est le nom que t'ont donné les Indiens. » Cela veut dire « celle qui rit ». La vieille femme tenta de faire croire à la missionnaire que son mari avait pensé que c'était moi qui l'avais réveillée en faisant basculer les boîtes, mais la missionnaire, devinant le mensonge, la pria de parler franc. Madame Winook raconta alors comment les Indiens croient que l'esprit de quelqu'un se fait prendre au piège dans un portrait et y demeure emprisonné après la mort. Dites-lui que je ne dessinerai plus les vieilles personnes, dis-je. Cela devrait faire affreusement souffrir les Indiens de voir ainsi arracher et piétiner ce qu'ils chérissaient du fond de leur cœur, les choses auxquelles ils avaient toujours cru. Au fond de nous-mêmes, nous caressons tous ainsi quelque chose. La grande forêt caresse son silence. La mer et l'air caressent les cris perdus des oiseaux de mer. La forêt, elle, ne caresse que le silence. Ces oiseaux et même ces bêtes sont muettes. Lorsque le soir tombait en clouette, les Indiens rentraient chez eux et s'endormaient. À la mission, on allumait des chandelles, après avoir mangé du poisson et prié tout haut. Les missionnaires montaient en faisant craquer le vieil escalier nu, chacun portant son bougeoir en fer blanc. J'avais un lit de camp, au même étage, dans lequel je me plongeais sans perdre une minute. Sans store et sans tapis, cette chambre même, en été, avait un air désolé. Il régnait dans la chambre un silence de mort. Dehors, la forêt était silencieuse, mais d'un silence palpitant de vie cachée. De mon lit à un étage du sol, je regardais le pin. À cause de sa proximité, il surplombait les autres arbres. Son faîte s'effilant dans le ciel. Dans le village indien, on aurait pu croire que tous les jours étaient dimanche. À Toxis, seul le 7e jour était le sabbat. Les missionnaires célébraient alors
le service dans l'école devenue église, et la corne de vache se transformait pour l'occasion en cloche. La tête recouverte d'un mouchoir, un châle écossais sur les épaules, et leurs jupes amples se gonflant autour de leurs jambes, les femmes indiennes se rendaient, de leurs pas dandinants jusqu'à l'église. Il leur était très difficile alors de glisser les jambes sous les pupitres des enfants, à cause de leur exiguïté. Elles occupaient chacune 2 places. Mais malgré cela, elles étaient à l'étroit et devaient en souffrir. Les femmes s'asseyaient d'un côté de l'église, les rares hommes présents de l'autre. Les missionnaires obligeaient les hommes, pour venir à l'église, à porter le pantalon, à y entrer le pan de leur chemise. Aussi les hommes s'abstenaient-ils d'y mettre les pieds. Nous venions de terminer nos patenôtres et l'hymne généralement chanté ou trop bas avait enfin trouvé son registre, quand la porte s'ouvrit brusquement, renversant la moitié le seau d'eau. Dehors au soleil se tenait le vieux Tanouk, la chemise au vent et les jambes nues. Il entra, s'avança d'un pas décidé jusqu'au milieu de la pièce et alla se placer au premier banc. Une femme assise sur le dernier banc retira son châle, de main en main sous les pupitres. Celui-ci fut porté jusqu'à l'avant de la pièce, et il traversa l'allée pour se retrouver enfin entre les mains de Jimmy John, le neveu du vieux Tanouk, qui était assis parmi les hommes. Jimmy John s'extirpa de sa place et alla étendre le châle sur les genoux nus de son oncle. La missionnaire prononça une homélie en chinook, saccadée, tandis qu'en sourdine, une voix douce, venant de l'arrière, disait à Tanouk, en pur mot indien, ce qu'il devait faire. Secouant avec défi ses cheveux rebelles, le vieux Tanouk se leva, le châle enroulé autour de la taille, et remonta solennellement l'allée centrale, s'arrêta dans le seau pour boire avec bruit, rejeta avec fracas la louche dans le seau et quitta les lieux. Le service était terminé. Les fidèles étaient partis, mais sur le dernier banc, une femme en robe rose, imprimée, demeurait assise. Elle avait la tête penchée sur la poitrine. Elle attendait que tout le monde fût parti pour se faufiler, inaperçue, jusque chez elle. Chez les Indiens, il est en effet plus indécent pour une femme de sortir sans châle que pour un homme de se promener les jambes nues. Grâce au geste héroïque de cette femme, la dignité de l'homme avait été sauvée auprès des missionnaires. Elle-même s'était, par contre, couverte de honte, auprès des siens. La missionnaire en chef toucha l'épaule rose en passant. « Femme courageuse », dit la missionnaire en chef dans un sourire. Un jour, je marchais sur une langue de terre qui n'appartenait à personne. La mer la détrempait trop souvent pour qu'elle tentât la forêt. Les racines des arbres refusaient d'y pousser. Ils la trouvaient trop salée. En ce lieu qui n'appartenait ni à la mer ni à la terre, je rencontrai un vieil homme vêtu seulement d'une courte chemise. Il était occupé à scier des branches d'un arbre tombé. Le bruissement de la mer tentait de noyer le ronron de la scie. Le ronron de la scie tentait d'aller se percher dans la forêt, mais la forêt le rejetait vers la mer. La mer et la forêt jouaient sans cesse ce petit jeu de se renvoyer les bruits. Chaque arbre tombé, couché en travers, me barrait la route. Je m'assis à côté de l'Indien et nous amorçâmes une conversation en langage de sourd-muet, montrant du doigt le soleil et la mer, les aigles dans les airs et les corbeaux de la plage.
Acquiesçant et riant ensemble, moi je restais assise. Lui continuait de scier. Le vieil homme sciait, comme s'il avait eu devant lui des dizaines d'années à vivre, comme si, durant toutes celles qu'il avait laissées derrière, il n'avait jamais eu à se presser, et comme s'il s'attendait à celles qu'il avait devant lui, ressemblassent à celles qu'il avait déjà vécues. Sa longue tignasse était grisonnante. La vie l'avait adouci. Ce vieil homme était juteux de temps, comme sont juteuses les dernières fraises de la saison. Souriant une dernière fois, je me levai et je lui touchai le bras. « Au revoir !» Il me tapota la main. Quand il vit que je m'apprêtais à entrer dans la forêt, afin de contourner son arbre, il courut pour me retenir. Branlant la tête et me grondant. « Sawa! Iyu Sawa! » Les Sawa étaient les cougars. La forêt était infestée de ces grands félins. Les Indiens interdisaient à leurs enfants d'y pénétrer, ou même d'en approcher. J'étais un enfant pour eux, ignorante des choses sauvages qu'ils connaissaient si bien. Dans ce domaine, l'Indien pouvait parler avec autorité aux Blancs.